Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux d'accueillir ce soir chez Caribe de Emmanuel Régnier, les éditions du Tripode, pour ce roman qui a d'abord qui nous a tous plu, enfin tous les libraires présents ici. Et c'est pas si fréquent parce que déjà c'est un livre qu'on est deux libraires à avoir lu, ce qui est relativement rare, parce que généralement on se répartit un peu le travail. Et là en fait Marianne était tellement enthousiaste après sa lecture qu'elle m'a convaincu qu'il fallait absolument que je le lise, ce que j'ai fait. Et donc, voilà. Alors, on va avoir une mission compliquée ce soir, c'est de parler pendant 45 minutes et quelques de ce livre, en essayant surtout de ne pas du tout dire de quoi ça parle. Parce que c'est important. Alors, dans cette librairie, on n'aime vraiment pas les spoilers, parce qu'on a aussi un ancrage dans les littératures dites de l'imaginaire, science-fiction, fantastique, polar. Et c'est vrai que révéler les intrigues, c'est un peu criminel. Parfois ça se fait, mais on essaye de l'éviter autant que possible. Et particulièrement quand ce sont des textes en fait où il y a énormément de twists possibles. Alors déjà j'en ai trop dit en disant ça, parce qu'après alors qu'il se passe absolument rien dans le livre, vous allez attendre jusqu'à la dernière page en disant alors c'est quand la grosse surprise et tout. Mais ça c'est un piège. Non, on va s'inscrire ce soir dans le genre, alors moi je ne sais pas si on peut le qualifier, enfin oui, le genre gothique, du roman gothique ou du roman noir, avant que ça devienne le polar. C'est un genre qui est assez fascinant, qui est né dans des circonstances bien particulières. Je ne sais pas si on va en faire l'historique ce soir, mais c'est un genre qui est à la fois extrêmement codifié, enfin, qui a une tradition littéraire forte, qui a muté aussi, qui est devenu très multiforme au fil des années, qui a eu sa première période au début, fin du 18e avant le début du 19e, puis qui a muté tout au long du 19e siècle, qui a trouvé une quasi-perfection en fin de 19e, puis ensuite qui a rebondi, qui est devenu encore des choses nouvelles sous l'influence de nouveaux auteurs qu'on évoquera sûrement tout à l'heure. Et il se trouve donc que avant d'écrire Notre Château, en fait, donc Emmanuel Régnier a écrit un premier roman qui malgré son titre, donc ABC du gothique, qui pourrait faire penser à un essai, voire un abécédaire ou un dictionnaire, est bien une œuvre de fiction. Et donc moi j'aurais aimé savoir, un peu de but en blanc, comment tu es arrivé dans le genre du gothique et comment tu en es venu à écrire ce faux abécédaire en fait. Ouais, le gothique en fait c'est un genre, enfin, c'est un genre qui est vraiment fascinant parce qu'en fait c'est un genre littéraire qui apparaît très précisément en 1764 avec le château d'Otrante de Walpole, genre complètement anglais, et qui historiquement termine normalement en 1824 avec le Melmoth ou l'Homme errant de Mathurin. Et en fait, ce qui est assez fascinant en fait, dans le genre du gothique, c'est que. Alors, le gothique, c'est relativement simple. Hein, pour faire un roman gothique, vous prenez un château. À l'intérieur du château, vous mettez une jeune fille. Et puis après, vous mettez plein de méchants. Et puis, si c'est pas suffisant, vous rajoutez un fantôme. Et puis, il se passe plein de choses. À la fin, normalement, ça se termine plutôt bien. C'est un peu le principe du gothique. Voilà. Et puis ça doit faire peur, et puis ça doit être attirant. Et en fait, il y a la véritable naissance en fait, du roman populaire hein, qui naît avec le gothique. C'est-à-dire que dès que les premiers romans gothiques paraissent en Angleterre, ils sont très très vite traduits par exemple en français. Souvent assez mal, parce que ça va à toute vitesse, on supprime des passages qui sont trop longs, les descriptions. Et puis, c'est un genre qui, presque au milieu, quoi, de 1764-1824, vers 1800, il y a déjà des parodies en fait, de romans gothiques qui apparaissent. Ce qui n'était absolument pas le cas avant. Enfin, par exemple, si on prend le roman de chevalerie, pour avoir la première grande parodie de roman de chevalerie, il faut attendre le Don Quichotte. Avant, c'était très sérieux, ça dure pendant 3 siècles. Et puis là, tout d'un coup, ça va à toute vitesse parce qu'on sent qu'il y a de l'argent à se faire, en fait. C'est le roman gothique. Non, mais c'est vraiment rigolo, c'est le roman gothique qui arrive avec, avec les éditeurs, les libraires éditeurs, et tout le monde veut son roman gothique. Balzac va faire des romans gothiques aussi après, parce qu'il y a de l'argent à se faire. Et donc, et tout ça, ça va assez vite éclater. Et donc devenir le roman policier après, parce qu'il y a comme une énigme. Donc voilà. Et malgré tout, il y a
Alors, il y a beaucoup de mauvais romans gothiques. Enfin, il y en a plein qui sont maintenant oubliés parce que c'est vraiment pénible à lire. Et puis il y en a vraiment certains qui sont vraiment très très bons. Et ces romans gothiques, c'était Corty à un moment qui, il y a longtemps, les avait bien republiés. Ils avaient une petite collection de romantiques anglais, il y a les Walpole qui étaient parus. Ils avaient publié une édition presque intégrale du Moine, mais en même temps ils avaient pris l'ancienne traduction qui n'était pas très bonne, mais qui n'était pas celle d'Artaud. Et voilà, et puis j'étais jeune, je lisais pas beaucoup, et puis j'avais un libraire à Tours qui m'avait filé des romans gothiques. Et j'avais trouvé ça chouette. Donc en fait voilà, j'ai toujours eu certaines fascinations ou intérêt en fait pour le roman gothique, pour ça. Et puis après, voilà, et puis après comme ça le roman gothique, donc on découvre Antonin Artaud, puis on découvre plein de choses en littérature grâce au roman gothique. Parce qu'ensuite, oui, c'est quand même sa caractéristique, c'est que si officiellement, enfin le vrai roman gothique, celui que tu décrivais justement, avec son côté à la fois donc extrêmement populaire et puis quand même assez clinquant dans les effets spéciaux utilisés, c'est vrai que ça s'arrête relativement tôt. Mais ensuite, il y a toute une postérité. Oui, Edgar Allan Poe fait des romans gothiques. Enfin, La chute de la maison Usher, c'est très clairement une nouvelle gothique. Le Tour d'écrou, c'est aussi de romans gothiques. Et puis il y en a plein d'autres après qui jouent. Parce que finalement, ce qui est chouette avec le roman gothique, c'est que c'est tellement codifié qu'on peut y mettre ce qu'on veut. On enlève une chose, on en remet une autre. Il y a un côté purement de construction en fait avec ça. Ça c'est chouette. Et du coup, l'ABC du gothique, en fait, ça c'est un truc qui est assez rigolo. C'est assez étrange. J'ai commencé à l'écrire il y a maintenant 7 ans. Ouais, c'était il y a 7 ans. Et en fait, c'était une époque de ma vie où j'étais à Tokyo. Et à Tokyo, je suis tombé à Tokyo, on trouve tout à Tokyo. Mais c'est vrai, on trouve tout. Et par exemple, à Tokyo, on peut trouver on peut trouver la thèse d'État de Maurice Lévy sur le roman gothique en français, en 2 gros volumes comme ça, 2 trucs énormes. Et soit je tombe là-dessus, ça m'amuse. Enfin, et je crois bien que j'ai dû payer ça 5 euros, quoi. Enfin, l'équivalent des 5 euros, rien du tout. Et en fait, ce qui était vachement bien, c'est qu'il y avait plein de citations dedans. Donc en fait, je me suis amusé moi à reprendre ces citations. Et puis l'ABC du gothique, en fait, je l'ai construit vraiment comme étant un abécédaire où je reprenais des citations et je les mets par ordre alphabétique. Et c'est principalement des citations qui viennent de la thèse de Lévy, qui ensuite a été republiée en version plus condensée là chez je sais chez qui, Albin Michel, ouais, c'est ça. Ouais. Qui est aussi celle sur laquelle Annie Lebrun s'est énormément appuyée pour faire son travail. Ouais, complètement, ouais. Même si elle tourne plus sur Sade. Mais donc voilà, donc c'était et puis après je me suis amusé dans l'ABC du gothique à imaginer qu'un personnage avait fait toutes ses fiches, il mourait, il offrait ses fiches à un ami, et que l'ami, les redisposant, découvrait un mystère, en fait. Un mystère lié à une date. J'aime bien les dates. Il y avait une date qui était inscrite derrière une fiche, et hop, le personnage principal était obligé de mener une espèce d'enquête pour savoir ce qu'il pouvait bien avoir derrière. Donc en fait, on était dans un espèce de roman gothique à l'intérieur du roman gothique. C'est un truc un peu vraiment formaliste, quoi. Donc on va aborder notre château. Donc avouons-le, c'est un roman gothique, mais on va essayer de dire quelle forme il prend en fait en étant un roman gothique. On va peut-être en entendre un extrait, un passage. Bon. Cela fait 20 ans que ma sœur et moi habitons cette si grande et belle, si belle maison. Si grande et si belle que nous l'appelons notre château. Nous en avons hérité à la mort de nos parents. Mon père en avait hérité de son meilleur ami. Celui-ci a tout légué à mon père. Il n'avait pas de famille et considérait mon père comme sa seule famille. Il a donc donné à mon père cette si grande et belle, si belle maison. Si grande et si belle que nous l'appelons notre château. Il y avait cependant une condition dans le testament. Mon père ne devait pas habiter la maison. Il ne devait pas la mettre en location. Il ne devait pas la vendre. Elle était à lui, cette si grande et belle, si belle maison. Mais il ne pouvait en profiter, ou pour le dire autrement, je crois que c'est le terme juridique approprié, il ne pouvait en jouir.
Ma sœur n'aime pas quand je dis que notre père n'a pas joui de cette grande, si grande et belle, si belle maison. Cette grande, si grande et belle, si belle maison nous est revenue à la mort de nos parents. Il n'y avait pas de clause dans le testament, il n'y avait pas de testament, et nous pouvons, ma sœur et moi, habiter dans cette grande et belle, si belle maison. Nous pouvons en jouir. Ma sœur n'aime pas quand je dis que nous pouvons jouir de cette maison. Mais oui, nous jouissons de cette grande et belle, si belle maison, si grande et si belle que nous l'appelons notre château. Je sais que dès que je commence à parler de notre château, je deviens lyrique. Je n'en reviens toujours pas que nous habitions, Vera et moi, dans cette grande et belle, si belle maison. Rien ne nous prédisposait à habiter un tel lieu. Nos parents, d'origine modeste, étaient enseignants. Ma mère avait accepté de travailler à mi-temps pour s'occuper de nous. Certes, nous n'avons jamais manqué de rien. Certes, notre enfance fut facile, mais de là à habiter cette grande et belle, si belle maison, rien ne nous prédisposait à mener une telle vie. J'aime beaucoup ce passage, je trouve qu'il est particulièrement emblématique. C'est que, je pense alors dans le roman post-gothique, disons, peut-être pas dans le roman, pas chez Walpole, pas chez Anne Radcliffe, mais il y a ce sentiment que là, il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, il n'y a pas de fantôme en train de traîner des chaînes dans les couloirs. Là. C'est une situation, mais pourtant, à la fois, je trouve, dans le contenu, mais surtout dans la façon dont tu le racontes, on crée déjà le début d'un sentiment de malaise. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Et moi, j'ai l'impression que ça vient quand même beaucoup d'un... Justement, parce qu'il n'y a pas d'utilisation d'effets spéciaux, et il y a très peu d'effets spéciaux utilisés dans l'ensemble du roman, c'est ce qui fait qu'il est, je pense, particulièrement spectaculaire, justement. C'est vraiment un travail sur la langue, sur le choix des mots. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce travail pour créer il y a quelque chose autour de l'obsession qui va avec la répétition. C'est une des premières choses qui, non pas qui choque, mais qui inquiète. C'est pourquoi est-ce qu'il répète à chaque fois si belle maison. Enfin, alors oui, ça a un côté conte de fées, mais on sent bien qu'il y a autre chose. Donc, il y a une espèce de... Est-ce que c'est rituel? Est-ce que c'est de la conjuration? Est-ce que c'est de la psychose? Mais en tout cas, il y a vraiment un travail sur les mots et sur la façon de les assembler qui, moi, me semble extrêmement précis. Oui, en fait, quand... Donc après, voilà, j'aime vraiment bien le roman gothique, donc il y a eu l'ABC, puis après j'ai commencé à écrire Notre Château. Il y a eu d'autres choses avant, entre plutôt. J'avais envie d'écrire un roman gothique, mais pas non plus refaire complètement un remake du roman gothique. Même si l'idée me plaît bien en fait du remake absolu en fait, mais ce sera pour un autre livre. Ouais. Et donc soit on joue avec les codes du roman gothique, alors les fantômes, les chaînes, les choses trappes, etc. Soit faut, c'est ce que je me suis dit en tout cas, soit il faut réussir à créer toute cette étrangeté, tout ce fantastique par un autre moyen. Donc la langue. Et donc il fallait que je travaille, que je trouve le moyen de créer cette étrangeté, cette inquiétude par la langue. Et donc finalement tout ce système de répétition me paraissait le meilleur moyen d'y arriver. Parce qu'en fait, je lis pas tant que ça de roman gothique non plus. Je suis pas non plus un obsessionnel qui ne lit que du roman gothique du matin jusqu'au soir. Non, après, moi, mes références, elles sont plus, par exemple, du côté de la poésie, d'une certaine performance de la langue, que ça soit Darcos ou Stein, en fait. Jerry Stein, quoi. Il me revenait un peu l'idée que Stein avait écrit un roman policier, c'est du sang sur le sol de la salle à manger ou de la cuisine. C'est la salle à manger. Voilà. Et c'est du Stein avec tout son système de répétition, de mots. Et donc, voilà, en gros, j'ai envie de me dire, et si elle avait écrit un roman gothique? Donc j'ai essayé de travailler en fait les mêmes choses ou de la même façon qu'elle. Donc sur des mots simple, et puis en jouant sur la répétition et pour créer essayer de créer aussi une obsession chez le lecteur.
En lisant, moi, j'ai pas pensé à Christophe Tarkos, que je connais que très superficiellement, mais le hasard, c'est des flux de lecture en fait que justement quand assez tôt en fait tu plantes ces éléments d'inquiétude en fait, donc qui jouent sur la répétition et donc qui laissent subodorer l'obsession, mais sans que rien soit justement affirmé. Ça m'a fait penser à un auteur que j'aime beaucoup, qui a fait un travail que je trouve assez proche en réalité, mais même si le sujet en est complètement différent, qui est Andreas Becker, avec notamment L'Effrayable et puis son deuxième roman Nébuleuse, où il y a un travail qui est plus sur la folie et certaines formes assez particulières de folie, la schizophrénie dans un cas, et où il y a cette langue qui très tôt, il n'y a pas besoin de donner le contenu, la langue en fait permet en fait d'emmener le lecteur là où on souhaite l'emmener en ayant besoin de dire très peu de choses sur le fond. Oui, non, c'était vrai, c'est vraiment le but. Hein. C'est vraiment le but. En fait, après, le gothique et un certain nombre de ses règles ne sont qu'un prétexte en fait pour ce que j'ai essayé de faire. Après, je ne sais pas si j'ai complètement réussi. Une espèce de travail comme ça sur la langue, d'obsession de la langue, et puis d'essayer d'entraîner le lecteur dans cette histoire. Alors je pense que j'ai joué sur les deux, hein, d'ailleurs. Enfin, après, soit on crée des choses hyper singulières, et le plus rapidement possible, histoire d'entraîner le lecteur, soit il faut l'entraîner avec la langue. C'est le choix que tu as fait, parce que là, enfin, on va lire évidemment des extraits que très très proches du début, parce qu'on ne voudrait pas risquer par mégarde d'effleurer des choses qui est trop plaisant de découvrir ou de ne pas découvrir, enfin en tout cas bon. Mais là on a un tout petit peu triché, parce qu'en fait l'extrait qu'on a lu avec son côté un peu justement paisible, scène d'exposition, en fait n'est pas immédiat, il intervient un peu plus tard, et justement dans ce calme plat, mais qui est quand même menaçant peut-être pas, mais en tout cas inquiétant. Enfin, c'est pas normal que quelqu'un décrive comme ça ce château. En plus, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas le droit d'y habiter? Enfin, c'est n'importe quoi, enfin, cette histoire. Et oui. tu as créé oui, c'est n'importe quoi. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi qui inquiète, parce que justement, on se doute bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Mais cette situation qui, par ailleurs, est calme, enfin, est posée, routinière, enfin, obsessionnellement routinière même, justement, tu la dynamites dès la première page, quasiment, avec là un événement, en fait, dans cette vie. Et ce que tu disais, c'est que là, pour le coup, ça y est, c'est l'éruption. Enfin, c'est peut-être le deuxième extrait qu'on lira, où vraiment tout vole en éclats. Enfin, un monde qui est tout paisible, normé, organisé, enfin, au-delà du raisonnable, mais qui va voler en éclats. Et pour une chose qui, elle-même, la chose pour laquelle ça va voler en éclats, on va le savoir, hein, on va le lire, mais elle-même crée un doute, parce que le fait de se mettre dans des états pareils pour ça, enfin, en soi, créer une source d'inquiétude sur la source d'inquiétude. Je trouve que oui, c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire, et enfin, j'espère que ça marche jusqu'au bout en fait. De constamment, en fait, il y a une source d'inquiétude, cette source d'inquiétude, hop, elle semble avoir sa réponse. Mais finalement, la réponse qui est donnée n'est pas complètement satisfaisante, en tout cas n'est pas satisfaisante pour le narrateur, et donc ça va l'obliger à en créer une nouvelle, comme si la nouvelle source d'inquiétude permettait de calmer la première. Et puis on joue comme ça sur une espèce de millefeuille, et puis à la fin il y a une espèce de truc indigeste, et ça vomit quoi. Parce que c'est indigeste, ça vomit pas trop, mais ça pourrait, voilà. Mais en fait c'est assez jouissif en fait à écrire. De ce côté. On va te voir justement comment tu mets le feu aux poudres en fait. Oui. Enfin, si j'ose dire. Oui. Tout a commencé un jeudi. Je ne peux pas me tromper de jour puisque c'est le jeudi et uniquement le jeudi que je vais en ville. Il n'y a que ce jour-là que j'ai pu voir ce que j'ai vu. Je ne vais jamais en ville les autres jours. Tout a commencé un jeudi, et pour être encore plus précis, car il faudra être précis tout au long de ce récit, c'était le jeudi 31 mars. Tout a commencé le jeudi 31 mars à 14h32. Voilà très précisément ce qui s'est passé. Le jeudi 31 mars à 14h32, j'ai vu ma sœur dans le bus numéro 39 qui va de la gare à la cité des Trois Fontaines en passant par l'hôtel de ville. Je vais tout de suite dire quelque chose, ma sœur ne prend jamais le bus, ma sœur ne va jamais en ville, elle déteste aller en ville, elle déteste la ville, elle déteste le bus, et elle me dit chaque jeudi matin quand je pars pour la ville et que je vais prendre le bus, mais comment fais-tu pour prendre le bus? Appelle un taxi. Chaque jeudi matin, quand je quitte la maison pour me rendre en ville,
Ma sœur me rappelle son horreur du bus. Ma sœur me rappelle qu'elle n'a jamais pris le bus, qu'elle ne prendra jamais le bus. Ma sœur me rappelle qu'elle déteste le bus. Je sais pourquoi elle ne prend jamais le bus. Je sais pourquoi elle déteste le bus. Je sais aussi pourquoi elle ne comprend pas que moi je prenne le bus. J'y reviendrai. Je m'appelle Octave, ma sœur s'appelle Vera. Nous vivons ensemble dans la même maison que nous appelons notre château. Nous ne fréquentons personne, ne parlons à personne et vivons tous les deux, rien que tous les deux, dans notre château. Je reprends. Le jeudi 31 mars à 14h32, j'ai vu ma sœur dans le bus numéro 39 qui va de la gare à la cité des Trois Fontaines en passant par l'hôtel de ville. Le bus numéro 39, en 55 minutes, fait le trajet de la gare jusqu'à la cité des Trois Fontaines. Il traverse la ville du nord au sud. Le quartier des Trois Fontaines est un quartier plutôt populaire où nous avons vécu 3 ans quand nous étions enfants et que mes parents sont venus s'installer dans cette ville. Le bus numéro 39 est un bus que j'ai beaucoup pris, adolescent, et je suis toujours sensible à son passage, car il me rappelle le temps passé. Comment peut-on être nostalgique en voyant passer un bus? Ouais, comment? En tout cas, je le suis, et dès que je vois passer le bus numéro 39 qui va de la gare à la cité des Trois Fontaines en passant par l'hôtel de ville, je ne peux m'empêcher de le regarder, de m'arrêter pour le regarder passer. Le jeudi 31 mars à 14h32, j'étais à l'hôtel de ville, en train d'attendre mon bus, le numéro 35, quand j'ai vu le bus numéro 39, je l'ai suivi des yeux et j'ai vu, oui, j'ai vu, je le jure, ma sœur dans le bus numéro 39 qui, à 14h32, passait à l'arrêt hôtel de ville. J'ai vu ma sœur qui ne prend jamais le bus, qui n'a jamais pris le bus, qui ne prendra sans doute jamais le bus de sa vie. Je l'ai vue à 14h32 dans le bus numéro 39. Je vais en ville le jeudi et uniquement le jeudi, principalement pour aller chercher des livres pour moi, des livres pour ma sœur Vera. Le mercredi soir, elle me prépare une liste de 4 ou 5 livres qu'elle désire, me dit-elle, ardemment lire. J'aime bien quand elle insiste sur le ardemment. Voilà la liste des livres que je désire ardemment lire. Et le libraire, un homme passionné, et sans doute passionnant si je prenais le temps de parler un peu avec lui, a toujours les livres que ma sœur désire ardemment lire. Pour moi, peu importe si les livres sont là ou non, je suis patient. Même si je n'ai jamais eu besoin de commander un seul livre. Le libraire a toujours les livres que je désire lire. Mais s'il ne les avait pas, je pourrais les commander. Je suis patient, je commanderai. Cela ne me dérangerait pas d'attendre une semaine avant d'avoir les livres que je veux lire. Sans doute, au contraire de ma sœur, je ne désire jamais ardemment lire tel ou tel livre. Ma sœur et moi n'avons pas les mêmes ardeurs. Ma sœur et moi ne plaçons pas nos ardeurs au même endroit. Ma sœur tient beaucoup à voir les livres qu'elle désire ardemment lire le jeudi en fin de journée, pas la semaine suivante. Ce sera trop tard. Je ne commande jamais de livres pour ma sœur, elle n'aura plus envie de les lire la semaine suivante. Mais comme je l'ai déjà dit, le libraire, homme passionné, a toujours les livres que ma sœur désire ardemment lire, et il a toujours ceux que je désire lire. À un moment où je lisais beaucoup de romans fantastiques, je me suis demandé si ma sœur et le libraire n'étaient pas en contact psychique ou quelque chose comme ça. Elle savait quel livre commander, il savait quel livre avoir. Cela pourrait faire un beau sujet de roman si je me décidais à l'écrire, si j'avais envie de l'écrire, si je me souciais d'être lu, si le monde extérieur à notre château m'intéressait encore. Voilà. Moi j'adore ce début, vraiment parce oui, que... le libraire. Ouais, pour ça aussi. Il y a toujours les livres. Hein. Non, puis surtout d'encourager effectivement les lecteurs à la patience, de pas être absolument pas vouloir leur livre dans l'heure qui suit, enfin, sauf ceux qu'on a et qui se trouvent être très bons. Oui, bien sûr. Et non, c'est vrai, mais au-delà de ça que j'apprécie énormément, je trouve qu'en une huitaine de pages, une dizaine de pages avec juste la suite, tu crées justement ce climat où le lecteur est mis en alerte en fait. Alors d'autant plus que, et ça c'était une petite parenthèse que je voulais faire, ce que je trouve assez magique et très réussi, parce que c'est pas évident, c'est vraiment oui un livre qui s'inscrit dans un référentiel, on va en parler dans quelques instants, dans un référentiel énorme, avec justement un historique de livres. Tu indiques ensuite dans tes remerciements la présence d'un certain nombre d'auteurs sous forme de fantômes, justement parce qu'ils sont là, ils irriguent par leur thème, par leur personnage, même certains. Et néanmoins, on peut parfaitement le lire en n'ayant lu aucun roman gothique de sa vie. Et ça, je trouve que c'est spectaculaire parce que ces 20 premières pages suffisent, en fait, même si un référentiel puissant n'était pas là, enfin, je pense qu'il est toujours là parce que
le roman gothique, même si c'est pas sous sa forme pure, hein, même si sous des formes dérivées ou abattardies, a tellement essaimé en fait dans l'imaginaire du film notamment, que de toute façon tout le monde, ou presque, il y a des choses qui font tilt de toute façon. Mais voilà, je trouve que même sans ce référentiel, la langue suffit à mettre en alerte, enfin, et à se dire, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Oui, oui, c'est parce que le premier travail que j'ai fait, c'était vraiment un travail sur... c'était un travail sur la langue, ouais, d'essayer de créer cette étrangeté, non pas simplement dans l'épisode. Ouais, voir ça sort dans un bus, c'est quand même pas... c'est pas la pire, même si elle dit qu'elle sort jamais, quoi. C'est faux, quoi. Tout le monde sort. Mais voilà, d'essayer de montrer que s'il y avait un problème, c'est plus dans la langue qu'il faut aller le chercher, quoi. Et dans l'utilisation de celle-ci. Même si tout semble anodin. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est justement pour travailler alors, sur l'anodin, mais aussi sur le... Alors, il y a ce référentiel, hein, donc, que tu n'indiques qu'à la fin. Donc ça, en soi, c'est déjà peut-être un peu un spoiler, mais il y a des auteurs qui sont présents sous des formes ou d'autres, et on peut en mentionner quelques-uns. Enfin, il y a évidemment Thomas Ligotti. Ouais. Donc, en plus, on a la chance... voilà, Thomas Ligotti, jusqu'à l'année dernière, n'était pas disponible en français, pas traduit, avait été traduit uniquement sous forme de nouvelles, dans des revues. Et donc, il y a des éditeurs absolument superbes, enfin c'est Dystopia, donc c'est nos amis, il faut reconnaître, qui ont donc fait traduire par un Sylvie Omassel un certain nombre un florilège en fait, de nouvelles de Thomas Ligotti, Chant du cauchemar et de la nuit, et c'est absolument magnifique. Oui, donc moi c'était une vraie... Et c'est un auteur qui est impressionnant et qui effectivement diffuse très subtilement dans notre château. Il est là, parfois on tourne une page, je dis oula, mais là il y a le dit. Et ça fait peur, hein, parce que Ligotti n'est pas quelqu'un de très reposant. Non, pas trop, non. Bon, il y a quelqu'un d'autre, et là, effectivement, dès le titre, c'est plus qu'un clin d'œil. C'est un jeu avec Shirley Jackson et avec Nous avons toujours vécu au château. Ouais. Et alors ça aussi, c'est un... Allez, moi je crois bien que c'est un de mes romans préférés, en fait. Voilà. Non, moi c'est pas Proust, en fait, j'aime pas trop Proust. Enfin, ça sera pour une autre fois. Non, et en fait, ce qui s'est passé avec Shirley Jackson, c'est que je l'ai... Ça aussi, je l'ai découverte, en fait, quand j'étais au Japon. En anglais. Et en fait, j'ai quasiment retraduit en entier Notre château. Voilà. Tellement ça me plaisait, et voilà, je lisais en anglais, c'est génial en fait. Et puis en fait, j'avais eu la traduction là chez Bourgois, la Pocket, elle était affreuse en fait, vraiment toute dégoûtante, quoi, vraiment tout pourri. Et voilà, donc j'avais quasiment tout retraduit, j'ai passé des journées entières à traduire. Puis en plus, c'est super chouette de le traduire parce que je voyais comment c'était fait, quoi, on comprenait. Puis voilà, puis Rivage a sorti une excellente traduction. Donc, ma traduction attendra. Alors, le troisième qui m'a frappé, que tu cites aussi, hein, bien entendu, c'est celui qui éclaire cette facette que je trouve très intéressante, qui est justement le fait que dans ce type de fantastique, enfin de gothique ou de dérivé du gothique, il y a un doute essentiel qui est, tant qu'on n'a pas vu un truc vraiment surnaturel et par quelqu'un digne de foi, si ça se trouve, il ne se passe rien. Et c'est... le type, il est peut-être en train de nous raconter absolument n'importe quoi, on ne sait pas, au fait. On n'a qu'un seul narrateur. Vu la façon dont il parle, franchement, il est quand même assez louche, quoi. Enfin, il n'est pas super fiable. Et j'aime beaucoup, enfin, voilà, passer ce moment où on se dit, mais... Et ça, c'était tout le travail du Tour d'écrou, c'est de dire, il se passe des choses, mais est-ce que tout ça est vrai, ou est-ce que c'est en fait les narrateurs, le ou les narrateurs, qui sont en plein délire, quoi, et qui me le font partager, parce que j'ai pas de contre-pouvoir, en fait, pour venir me rassurer. Et donc je trouve que cette présence insidieuse de Henry James, enfin, tout le monde, bon, et sa version... alors, si je dis ça, il y a un tas de puristes qui hurleraient, hein, mais sa version complètement transfigurée par Stephen King, en fait... dans Shining en fait, où là il y a effectivement un élément authentiquement surnaturel, bon, appuyé au marqueur, hein, par Kubrick, mais qui est un peu plus discret chez Stephen King. Donc effectivement le Shining, ça d'accord, c'est magique, mais ce qui arrive à Jack Torrance, ça se trouve il se passe rien, enfin, c'est peut-être complètement imaginé dans sa tête, enfin, et je trouve qu'il y a vraiment ce jeu, et ça il faut que la langue tienne tout le long, quoi. Ouais. Ah oui, complètement. Enfin, c'est vraiment le cas chez James, ouais, dans le Tour d'écrou.
qui est incroyable en fait comme nouvelle. Moi, je l'ai relu plein de fois en me disant mais comment il y arrive quoi. C'est, en plus, ouais, comment il arrive à faire tenir ce truc complètement anodin. Et malgré tout, on dit tiens, et puis même qu'on connaît l'histoire, on recommence à le lire et ça retient encore. Et à chaque fois qu'on le relit, on se dit mais c'est pas possible, il y a un moment Mais il va y oui. avoir une contradiction. Et on le relit en se disant bon cette fois, puis après on se dit bah, c'est la traduction qui est mauvaise. Alors on en change en disant bah, lui au moins il a compris le nouveau traducteur, pas plus. Non, c'est impressionnant. Et même d'ailleurs, c'est sans doute le truc super fort de l'opéra de Britten en fait. L'opéra de Britten sur le Tour d'écrou. Il joue encore plus enfin, là-dessus. Ceux qui se délitent encore plus. Alors moi j'ai une chose que je trouvais frappante mais qui m'amène en fait à une question qui est un peu à la manière dont je trouve dont Julien Gracq en fait, qu'on range rarement dans les auteurs gothiques, mais pourtant je pense que c'est pas un hasard non plus s'il y a eu ce feat avec Corti. On sait aussi que les surréalistes le gothique pour les surréalistes c'était un truc très important. Les Bretons détestaient les romans, mais ils lisaient que des romans gothiques. Profonds. Donc, mais ce que j'ai trouvé frappant, parce que je l'ai relu récemment en fait au Château d'Argol, et j'avais oublié, pour être tout à fait honnête, à quel point son avertissement au lecteur, c'est-à-dire ça, c'est pas une préface, c'est vraiment un avertissement au lecteur qui fait quoi, de pages et demie. Il dit le roman gothique, il y a ça, attends, voilà, attention. Puis effectivement, ça s'appelle au Château d'Argol, donc il y a bien le marqueur château. Et donc il nous montre, et en plus c'était le cas, qu'il connaît parfaitement en fait la musique. Mais après, alors même qu'il nous emmène vers ce référentiel, il va nous faire tout autre chose. Et donc moi je me demandais si, il y avait une résonance effectivement avec cette façon d'emmener le lecteur en lui disant non mais c'est du gothique, c'est là qu'on va, et puis de se préparer éventuellement à faire toute autre chose. Et sinon la question technique qui est de comment jouer avec ce référentiel qui donc chez certains lecteurs va être omniprésent, chez d'autres va être présent plutôt à l'état de trace ou à l'état de dérivé, mais qui en tout cas fait que dès qu'on va voir un escalier long ou un corridor sans fin, on va commencer à flipper en pensant à tout ce qui peut se passer dans des escaliers longs ou des corridors sans fin. Et donc la façon dont tu déjoues en fait les attentes du lecteur par rapport à ça, par rapport à un corpus qui évidemment qui va être singulier pour chaque lecteur, mais qui existe. Ouais, sauf que est-ce qu'il est si singulier que ça en fait ce corpus? Après, finalement, oui, le gothique il a tellement irradié en fait, que ce soit la littérature ou même le cinéma, quoi. Ouais. Il y a eu un film là de Guillermo, enfin le dernier film de Guillermo del Toro, voilà, il fait un bon gros film gothique, quoi. Et donc il joue avec tous les codes aussi. Je trouve bien qu'après c'est ça qui est assez amusant, c'est que finalement ces codes du gothique, on les a tous. Hein, à un moment ou à un autre. Donc après, c'est une espèce de facilité en fait de jouer avec eux. Mais après c'est vrai qu'il y a exactement la même chose, enfin j'espère aussi que ça marche comme ça, c'est exactement la même chose qu'avec Gracq, au sens où, qu'en effet, Gracq au début dit voilà, le gothique c'est ça, ça et ça. Donc on rentre dans le roman en se disant il va y avoir ça. Il suffit juste de faire hop, un petit mot et notre imaginaire va plus vite que ce qu'il a écrit. Et donc il n'a pas besoin de l'écrire, évidemment. Donc ouais, j'ai essayé vraiment de jouer aussi avec ça sur le code en fait. Je trouve ça assez... Mais un code dont... l'autre chose avec laquelle j'ai essayé de jouer, c'est de pas faire non plus de la parodie. Peut-être que ça l'est un peu moins maintenant, mais c'était un peu la mode de faire... On fait du roman policier mais sans faire du roman policier. On fait du roman science-fiction sans faire du roman science-fiction. C'est parce qu'on joue avec les codes, parce qu'on est super malin, comme les codes on les maîtrise, on est capable de jouer avec, et puis et voilà. Alors que là je les prends au sérieux. Hein. Enfin, je les prends au sérieux, c'est pas une dimension parodique. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'ironie, il y a de l'inquiétude, elle est réelle. Ouais. Mais en revanche, oui, il y a une maîtrise de chaque... c'est une impression, hein. En tout cas, moi ça m'a frappé, l'impression que il n'y a pas... Alors, on dirait peut-être que tous les bons écrivains, c'est ça qu'ils devraient faire, et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas une phrase qui est là par hasard. Mais bon, tous les écrivains ne le font pas, donc là c'est le cas, on a l'impression... Alors, à tort ou à raison, ça on ne sait pas, parce que c'est là qu'il y a l'art, hein, et le talent, puis parfois il y a aussi effectivement le fantasme du lecteur qui est exploité. C'est que... ça c'est pas un spoiler, mais moi je veux dire, ça m'a fait un effet énorme quand il y a cette répétition qui fonctionne, hein, sur
le terminus de la ligne de bus, en fait, qui est dans la cité où ils ont passé leur enfance. Moi, je me suis mis à flipper, mais grave, en me disant, mais dans la cité, tu passais des trucs atroces. Comme dans toutes les cités, quoi. Et en plus, quand il y a 3 fontaines, là... Et puis en plus, en terminus de ligne. Ouais, non, c'est... vraiment, Bah ouais, c'est forcément... Puis c'était l'enfance. L'enfance, Ouais, c'est forcément on glauque, pense quoi. nécessairement qu'il s'est passé des choses abominables dans l'enfance. Enfin, et j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment bien, parce qu'après, t'as pas besoin justement de souligner ou surligner, de sortir de l'artillerie, quoi. Enfin, les choses sont plantées, elles font leur effet, quoi, et ça diffuse jusqu'au bout. C'est que j'ai réussi, alors. Non, mais moi, je trouve. Hein, non, mais ouais, non, c'est vraiment là-dessus que j'essaie le plus possible de travailler et d'être le plus... Et de laisser, parce que ça c'est quand même un vrai bonheur, je pense, de lecteur, hein. Après, c'est quand le livre est terminé, de ne pas avoir toutes les réponses, de pas se dire que... Voilà, et d'avoir pu mettre de soi-même, en fait, dedans, de sa culture. Alors en effet, je veux dire, après c'est bourré de citations, en fait, voilà. L'autre château, je l'ai bourré de citations, de petits bouts, alors c'est plus ou moins long, c'est plus ou moins retravaillé, voilà. Et si on les a pas, c'est pas grave. Puis si tout d'un coup on les repère, en effet, enfin, je disais, si tout d'un coup tu repères le petit bout de Ligotti, oui, tu te dis là ça va pas aller, quoi. Mais si tu le repères pas, tu te diras aussi que ça va pas aller. Moi, il y en a quelques-uns que je connais, enfin, et en plus le hasard fait que je les ai lus relativement récemment. Donc il y a eu quelques tilts, mais il y a certains auteurs, franchement, même quand je sais qui c'est, moi j'en ai jamais lu, Marie-Elisabeth Braddon. Je sais même pas si on en trouve en français. Enfin, je suis même pas si, sûr. Bah, c'est vrai. En tout cas, moi je l'ai chopé dans une anthologie de la nouvelle. Clairement, ouais. Et pareil pour Marie. Là, je sais plus quel Wilkins. Où je me disais, mais ça, j'en ai jamais vu, quoi. Mais je connais le nom parce que je sais qu'elle a écrit, justement des aussi dans une anthologie. Trucs assez. Et donc oui, je me suis dit, bon, il y a ceux que j'ai identifiés, puis il y a tous ceux que j'ai pas identifiés, parce qu'il y en a d'autres. Et c'est aussi impressionnant parce que justement ça fait pas du tout mosaïque, pas une seconde on se dit tiens là il y a eu parce que parfois ça se voit, enfin qu'il y a une citation ou du clin d'œil, alors que là c'est plus subtil que ça. Je trouve que il y a un travail d'homogénéisation du matériau je trouve qui est assez incroyable. Dans la génétique génétique même du genre, quoi. Oui, alors ouais, ça très clairement, c'est dans la génétique. Là, moi, j'ai pas lu le livre, mais... C'est dans la génétique. Le genre gothique, il passe son temps à reprendre. Le deuxième chapitre, là, tout de suite. Tu nous fais descendre dans le château, alors qu'on n'y est même pas. Et on descend déjà un escalier et une vis sans fin. Et quand tu lis le premier chapitre, tu nous balances dans une espèce de folie absolument furieuse et qui est complètement cadenassée. Ouais. Et... Voilà, donc, moi j'ai mis le tour d'écrou avant, en fait. Exactement. Moi je visse avant. Ouais, mais c'est... Et après le truc essaie de se dévisser, ouais. Ouais, donc, ouais, je suis... D'accord, ouais. Et après, pour revenir sur ce travail... Ouais, non, ce travail de citation... Moi j'adore ça, les citations. Voilà, ce côté un peu... Je sais pas, j'aime bien Godard pour ça. Plein de citations. Sauf qu'après, la citation pour la citation, pour faire malin, là par contre c'est pas malin, quoi. Je trouve que c'est pas très... Non mais c'est vrai, c'est pas très intéressant. Ça fait vraiment... regardez comme je suis érudit, moi j'ai fait ça. Par contre, que ces citations soient là comme autant de petites étincelles qui sont prêtes à faire exploser quelque chose chez le lecteur, ça me plaît bien, quoi. Mais pour ça, il faut que, en effet, faut faire le travail de gommage ou de les intégrer suffisamment pour qu'on ait l'impression que ça soit soi. Oui, moi vraiment, je sais pas parmi les gens qui l'ont déjà lu, donc pas ceux qui l'ont pas encore lu, mais moi je vois aucun effet de mosaïque, c'est-à-dire aucun effet de puzzle. Enfin, on a vraiment l'impression que ça a bien été, justement, alors même qu'on sait, parce que quand on tombe sur un petit bout de phrase, on se dit ça, je l'ai déjà vu chez Ligotti, mais c'est irrépérable dans la phrase, quoi. Enfin, la couture est vraiment parfaite, quoi. Enfin, et ça c'est quand même pas évident, quoi, justement d'arriver à... Non, c'est un sacré boulot en fait. Non, j'ai passé... Ouais, finalement, le livre est plutôt petit, quoi. C'est pas un roman de 700 pages, hein. Mais ouais, non, le but c'est d'avoir... c'est
qu'on a l'impression que tout coule de source, quoi. Et que ça... Après, c'est vrai que c'est peut-être un signe aussi que c'est un livre qui est quand même placé sous le signe de l'obsession, enfin sous ses différentes formes, parce que moi, à peine je l'avais fini, je me suis dit, bon, quand est-ce que je le relis? Et ça c'est pas le cas pour tous les livres. Alors... Ouais, mais et ça aussi, c'est bien que ça... ça aussi, je l'ai pensé comme étant une... ça arrive avec le Tour d'écrou. Le Tour d'écrou, c'est assez court, en fait. Parce que, c'est une longue nouvelle, en fait, hein, le Tour d'écrou, un très très court roman. Et c'est vrai qu'on peut aussitôt le relire quand on peut être parti dedans. Et en fait, j'avais aussi envie de faire ça. Qu'à la fin, le lecteur ait vraiment envie de replonger dedans et puis de redécouvrir quelque chose, en fait. Moi, j'offre 2 romans. Et puis de retraquer ces moments qui n'apparaissent que rétrospectivement, du coup, parce que c'est très très bien fait. C'est ces moments où la musique change, en fait. Mais c'est presque inaudible à la première lecture. Mais c'est à la fin, comme une fois qu'on ferme la page, on se dit, mais oui, là, il y avait un moment où la musique changeait. Enfin, j'aurais dû repérer un truc. Enfin, et ça, c'est vachement agréable, parce qu'on se dit, avec des lectures, enfin bon, c'est sans faire un truc qui est très galvaudé, mais que moi j'adore, hein, mais c'est l'effet du jeu suspect. C'est de relire comme tout le film en se disant, j'avais plein de signaux d'alerte, mais justement, ils sont bien faits. C'est pas gros battement de tambour, attention. Non, c'est subtil, quoi. Et en même temps, c'est excitant jusqu'au bout. J'espère. Ah ouais, vraiment. Peut-être un petit extrait pour... Que ça marche, que ça marche jusqu'au bout. Et que justement, petit extrait... Sur une note joyeuse. Ah oui. Quasiment. Notre vie est tournée vers la lecture, notre vie est pour la lecture. Ce que nous aimons faire, ma sœur et moi, c'est nous lire à voix haute des extraits des livres que nous sommes en train de lire. Le soir, dans la bibliothèque, nous nous retrouvons et nous nous faisons la lecture. Nous n'écrivons jamais dans nos livres, nous ne les annotons pas, nous ne collons pas les pages. Nous avons des fiches Bristol sur lesquelles nous recopions le passage retenu. Nos livres sont vierges de toute annotation. Nous avons ainsi de nombreuses boîtes remplies de fiches, témoins de nos lectures, témoins de nos amours. Quand je vois ces boîtes, quand je vois ces fiches, je me dis que Vera et moi, nous sommes des écrivains. Depuis 20 ans, Vera et moi passons notre temps à lire et à écrire. Et nous avons dans ces boîtes le grand roman de nos lectures, un grand roman fantôme, rempli des voix des autres, capturés par nous. Et peut-être qu'un jour, serons-nous aussi des fantômes, comme ces anciens bibliothécaires qui ne peuvent quitter leur profession et qui, bénévoles, continuent à errer parmi les rayons des bibliothèques. Bravo. Je ferai juste une dernière petite chose. Un grand merci à vous. Une dernière petite chose, c'est que ce roman, donc, enfin, je pense que vous allez tous l'acheter si vous ne l'avez pas déjà, ça me semble comme une évidence. Mais en plus, si vous êtes des gens qui aimaient justement le genre du fantastique subtil ou du gothique qui joue avec les codes, mais sans, comme le disait Emmanuel, sans faire le malin, en étant très authentique dans la démarche, c'est aussi, je pense, un point d'entrée assez idéal si vous voulez faire du prosélytisme. Alors si vous voulez des gens qui disent « ouais, le fantastique, moi ça ne me comprend pas trop », je pense que c'est un point d'entrée idéal parce que justement, il y a un chemin qui est proposé qui fait saisir au bout d'un moment les enjeux, de quoi ça parle, qui joue très très bien sur la déstabilisation et l'inquiétude, mais qui n'est pas tout de suite justement avec des tambours et de l'artillerie partout, où ça fait sourire les gens qui n'aiment pas le genre, quoi, qui vont se dire ouais bon ok, ça c'est pour les gamins ça. Enfin, un truc qu'on connaît bien du côté de la science-fiction. Et dans ce genre-là, je pense qu'il est assez idéal. Et donc, du coup, vous devriez en acheter au moins 2 ou 3 pour les enfants. C'est ça. C'est une forme peut-être un peu enroulée. Et puis donc, au cas où, parce que je comprends bien qu'avec malheureusement seulement 2 livres d'Emmanuel Régnier ce soir, n'hésitez pas, si vous en manque un peu dans les différentes et dans la très belle liste qui est fournie à la fin sous forme fantomatique, de compléter vos collections. On ne les a pas tous, malheureusement. Parce que... Non, mais il y a certaines qui sont introuvables. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour ce roman qui est vraiment une des très très belles surprises de ce début d'année. Merci. Et pas seulement. Merci beaucoup à vous pour vos questions.